Bonjour à tous et bienvenue. Aujourd'hui, nous recevons Lasha Kasradze qui va nous parler de la situation dans le Caucase du Sud. Bienvenue à nouveau dans l'émission. Merci beaucoup de m'avoir invité à nouveau, Glenn. Je vous en suis reconnaissant. Donc, vous êtes analyste, actuellement basé aux États-Unis, mais vous venez de Géorgie. C'est une région du monde intéressante, car elle se situe entre la Russie et l'Iran. Bien sûr, les pays occidentaux ont été impliqués dans des conflits avec ces deux pays, ce qui fait de cette région un lieu très stratégique. Le Premier ministre géorgien lui-même a soutenu que les pays occidentaux aimeraient provoquer un changement de régime afin de pouvoir utiliser la Géorgie comme un second front contre les Russes. Mais encore une fois, le sujet d'aujourd'hui, c'est le Caucase du Sud. Et la grande actualité, je suppose, les gros titres, concernent l'Azerbaïdjan, qui partage une frontière physique avec la Russie et l'Iran. Peut-être pourriez-vous donner une brève introduction sur ce qui s'est réellement passé en Azerbaïdjan pour ceux qui n'auraient pas suivi l'actualité. Oui, absolument. Donc, nous connaissons tous la version officielle. Selon cette version, le 27 juin de cette année, des Russes à Yekaterinbourg ont mené un raid contre ce qui est considéré comme faisant partie du milieu criminel. Les personnes impliquées étaient, entre autres, les frères Safarov. L'un des frères Safarov est décédé lors de ce raid. Il s'agissait d'une opération brutale menée par les forces de sécurité de Moscou, l'appareil sécuritaire russe. Presque immédiatement, Bakou a réagi en ordonnant un raid contre une station de médias Sputnik, un média russe, à Bakou. Ils ont arrêté des Russes, ainsi que je crois, des citoyens russes d'origine azérie. Ils les ont exhibés dans les rues, avec des signes visibles de violence physique. Beaucoup de gens disent que la réponse de Bakou, l'arrestation de ces individus, a eu très peu, voire rien, à voir avec les événements réels. Ces personnes étaient essentiellement des informaticiens, des gens du secteur technologique. Mais symboliquement, je pense que le mal était fait. Donc maintenant, tout le monde se pose la question, pourquoi cela s'est-il produit? Qu'y a-t-il derrière tout ça? De toute évidence, il y a quelque chose derrière. En grande partie, le problème est ce qu'il a toujours été, à savoir les changements géopolitiques dans la région. Je dirais qu'il y a plusieurs aspects à cela. Il y a un aspect géoéconomique et un aspect géopolitique. Sur le plan géoéconomique, le corridor de Zangezur joue un rôle important. Le corridor de Zangezur, pour ceux qui ne le connaîtraient pas, est une région géographique reliant l'Azerbaïdjan continental à la région du Nakhichevan, qui se trouve de l'autre côté de l'Arménie, coincée entre l'Arménie continentale et le Nakhichevan. Le corridor se prolonge ensuite pour relier l'Azerbaïdjan à la Turquie. C'est une zone extrêmement importante qui se situe en gros dans le nord de l'Iran. L'Iran est également concerné. Le conflit actuel porte sur les enjeux. Qui prendra quel parti et quel État exercera réellement le contrôle? Il pourrait y avoir un groupe d'États dans la région, ou, même si j'en doute fortement, un seul État qui prendrait le contrôle de cette région. Mais il existe également des divisions au sein de ce que l'on appelle le monde turcique, dirigé par Erdogan en Turquie, qui protège l'Azerbaïdjan dans la région. Nous savons tous à quel point la Turquie a soutenu de près la seconde guerre de l'Azerbaïdjan contre l'Arménie, concernant le Haut-Karabakh, lorsque l'Azerbaïdjan a essentiellement conquis militairement le Haut-Karabakh et restauré sa pleine souveraineté. Erdogan et la Turquie étaient derrière cela, aidant Bakou et le gouvernement d'Aliyev à atteindre cet objectif stratégique. Ainsi, le corridor de Zangezur fait partie de ce monde turcique, dirigé et défendu par la Turquie dans la région, dont l'Azerbaïdjan fait partie, lié linguistiquement évidemment à la Turquie, et culturellement aux pays d'Asie centrale, que la Turquie considère comme faisant partie de sa nouvelle vision
visant à accroître et à retrouver de l'influence dans la région. L'ancien monde turcique, qu'elle a toujours considéré comme ayant un certain droit naturel à influencer, sauf que lorsque les Soviétiques ont pris le contrôle, ses ambitions ont été limitées. Mais ensuite, après la dissolution de l'Union soviétique, progressivement, même si la Turquie avait officiellement déclaré une politique de zéro problème avec les voisins, elle a fini par remettre en avant cette notion du monde turcique dans la région, sous la direction de la Turquie. Et aujourd'hui, nous assistons à ce qui semble être ce monde turcique, Azerbaïdjan, Turquie, qui est de plus en plus perçu, à juste titre, comme étant en alliance avec l'Occident collectif. Et de l'autre côté, on retrouve la Russie et l'Iran qui s'opposent et cherchent à contrebalancer ce développement, car l'Iran, comme nous le savons tous, ne veut pas que le corridor de Zangezur soit exclu de l'équation. Si le corridor de Zangezur est exclu, alors l'Iran perdra son accès géostratégique et géoéconomique à l'Asie centrale, à la Russie et à l'Arménie. Et si l'Iran est exclu de cela, l'Arménie le sera aussi. Voilà donc les grandes lignes de l'équilibre régional. Ainsi, la géoéconomie et la géopolitique unissent leurs forces, si l'on peut dire, afin de délimiter les intérêts stratégiques des différents États de la région. Il y a une autre dimension à cela, qui est l'Inde. Et l'Inde, pour le dire simplement, se trouve du côté de l'Arménie. Elle est très investie dans le fait de s'assurer que le corridor de Zangezur ne tombe pas sous l'influence exclusive des puissances occidentales, en particulier la Turquie et l'Azerbaïdjan. Pourquoi? Parce que l'Inde, elle aussi, a besoin d'un accès à l'Asie centrale et à la Russie. Et l'un des moyens d'y parvenir est le port de Chabahar, que l'Inde construit en coopération avec l'Iran pour accéder à ce corridor nord-sud, qui l'amènera finalement vers l'Asie centrale, la Russie et les marchés européens. L'idée est que si et bien, il s'agit aussi évidemment d'une concurrence régionale avec le Pakistan, qui soutient toute la ligne stratégique du monde turcique, laquelle est reliée et soutenue par l'Occident. Ainsi, l'intérêt de l'Inde à empêcher l'Iran ou l'Arménie de perdre ce corridor découle également de sa rivalité avec le Pakistan. Mais surtout, en se concentrant sur la région du Caucase du Sud, la grande question est, où se trouve la Russie dans tout cela? Je vais essentiellement camper sur mes positions et dire que la Russie reste encore très présente dans la région. Je sais qu'on a beaucoup parlé d'un affaiblissement de l'emprise russe sur la région. Dans une certaine mesure, c'est vrai, étant donné sa préoccupation pour l'Ukraine. Mais je pense que la Russie, dans une certaine mesure, devra faire des compromis et jouer son jeu. Mais lorsqu'il s'agit de compromis sur le plan de la puissance militaire ou de la sécurité, je reviendrai à mon point de départ et dirais que la Russie n'abandonnera pas l'Arménie, étant donné qu'il est devenu tentant de considérer l'Arménie comme un nouveau problème pour la Russie, puisque Erevan tente, de manière vraiment inédite, de s'allier avec la Turquie, acceptant en somme les demandes précédentes de la Turquie, à savoir qu'elle reconnaisse le génocide arménien. En gros, elle ferme les yeux. Ainsi, la visite de Pashinyan, je crois que c'était il y a seulement quelques jours ou semaines, en Turquie avec Erdogan, symbolise quelque chose qui est à mon avis très superficiel. Et puis, comme nous le savons tous, la France est derrière cela, ainsi que l'Angleterre, la Grande-Bretagne. Donc cela rappelle vraiment, vous savez, le grand jeu, en quelque sorte, l'échiquier mondial. L'échiquier mondial de Brzezinski me vient à l'esprit. Le grand jeu me vient à l'esprit. Le 19e siècle, les célèbres jeux géopolitiques qu'ils ont créés. Vous savez, l'Empire britannique jouait contre la Russie. Et donc ici, nous avons vous savez, ce tumulte, si l'on veut. Un tumulte silencieux, mais un tumulte tout de même, qui accroît les risques.
Mais pour revenir à ma thèse implicite de départ, tout cela est essentiellement fait pour encercler la Russie. L'Ukraine fait partie de cette équation, et maintenant le Caucase du Sud est en train de revenir, en quelque sorte, à ses principes explicatifs, si vous voulez, traditionnellement utilisés comme un espace géopolitique pour encercler la Russie. Je ne vois pas d'autre façon de l'interpréter. Et puis, l'idée générale, l'explication globale de tout cela, c'est qu'au-dessus de tout cela se trouve l'idée seule que la Chine entre aussi en jeu. Et vous avez la Chine dans un monde qui, comme nous le savons tous, est en train de se diviser, se modelant séparément en un espace géopolitique eurasiatique, distinct de l'Occident, où la Russie est la puissance centrale dans ce cas particulier. La Chine observe cela avec beaucoup d'attention. Et je doute fortement, et tout récemment, je crois qu'une déclaration a été faite en Chine, que la Chine ne va pas reculer, ne serait pas disposée à voir, ou n'acceptera pas de voir, la Russie sortir perdante de cette équation. Nous voyons donc un soutien direct de la Chine, au moins sur le plan politique. Nous savons également que militairement, et ensuite par l'intermédiaire de la Corée du Nord, la Chine s'est rangée du côté de la Russie, aidant la Russie. Mais surtout, à une échelle stratégique plus large, la Chine ne recule pas et considère la Russie comme un partenaire stratégique, en quelque sorte, pour le moment. Elle ne peut pas simplement s'aventurer dans le champ de mine de ses projets occidentaux et cherche plutôt à mieux comprendre la situation vis-à-vis de la Russie, en utilisant la Russie comme un équilibrant à distance, comme un voisin éloigné. Vous voyez, il s'agit en quelque sorte d'utiliser la Russie occidentale, Moscou par exemple, comme un outil stratégique éloigné permettant de sonder le terrain, de contrebalancer l'Occident, et ainsi de se donner suffisamment d'espace stratégique pour avancer avec une grande prudence face à ces projets occidentaux dans la région. Cela ne veut pas dire que la Chine ne fera pas preuve de pragmatisme. À mon avis, la Chine est également préoccupée par les besoins économiques et géoéconomiques qu'elle entretient avec l'Occident. Elle a besoin de l'Occident pour ses initiatives de la ceinture et la route, ainsi que pour le reste de ses plans géoéconomiques visant sa future croissance économique, si elle souhaite faciliter ou continuer à faciliter cette croissance. Mais en même temps, la Chine cherche à atteindre cet objectif grâce à l'appui géopolitique traditionnel de la Russie. Ainsi, elles se soutiennent mutuellement, Pékin et Moscou, sur ce point. D'ailleurs, affirmer que la Russie oublie complètement l'Occident pour se tourner vers la Chine serait également une erreur. Mais pour l'instant, je pense que les deux États sont désormais stratégiquement liés dans leur opposition commune à ce qui se passe en Ukraine et maintenant dans le Caucase du Sud. Il semble toutefois qu'il existe une certaine possibilité de mauvaise évaluation pour l'Occident. Je pense que la situation stratégique globale prend désormais l'allure d'une nouvelle guerre froide, alors que nous affrontons les Russes en Ukraine. On cherche de nouvelles opportunités dans cette guerre par procuration. Mais il semble que cette précipitation à soutenir l'Ukraine et à utiliser ce conflit avec l'Azerbaïdjan comme un autre moyen d'isoler la Russie pourrait se retourner contre nous de façon considérable. Comme vous l'avez dit, le corridor de Zangezur est destiné à relier la Turquie à l'Azerbaïdjan dans le cadre du monde turc, et aussi à projeter la puissance turque peut-être plus loin en Asie centrale. C'est avant tout quelque chose qui renforcerait la position de la Turquie, mais on part du principe que leurs intérêts s'aligneront avec ceux du reste de l'Occident politique. De plus, dans cette partie du monde, si l'on poussait la Russie, ou l'Iran d'ailleurs, trop loin, il serait très difficile pour l'Occident de projeter sa puissance dans cette région. Si quelqu'un voulait utiliser l'Azerbaïdjan comme proxy,
Ils ont effectivement remporté une victoire spectaculaire contre l'Arménie, mais c'est un pays relativement petit. S'ils devaient provoquer à la fois les Russes et les Iraniens, cela pourrait très mal se terminer. J'ai également entendu beaucoup de critiques récentes de la part de l'Iran, affirmant que l'Azerbaïdjan était impliqué et pourrait jouer un rôle plus central dans une nouvelle attaque contre l'Iran. On observe désormais une rhétorique et des actions très agressives à l'encontre de la Russie. C'est une position très exposée. Bien sûr, si cela devait réellement déboucher sur un conflit militaire, ce ne serait pas bon pour l'Occident. De plus, si cela devait simplement renforcer la position de la Turquie, dans quelle mesure cela pourrait-il se retourner contre l'Occident? Oui, je veux dire, tout au long de l'histoire, on a vu comment, que ce soit par l'Empire ottoman ou par les Britanniques et les Français, ils ont toujours utilisé la Turquie pour atteindre leurs objectifs respectifs contre la Russie, contrôler la mer Noire, contrôler les Dardanelles. Et puis, jusqu'à cet accord Sykes-Picot, vous savez, qui a finalement donné le contrôle de ces eaux à la Turquie. Mais ensuite, ils abandonnaient la Turquie. Parallèlement, ils souhaitaient l'effondrement de l'Empire ottoman. Donc, la Turquie doit aussi être très consciente que tout cela n'est, à mon avis, que transactionnel, ces alliances, car je ne vois pas où cela peut mener. Je veux dire, vous savez, l'histoire ne se répète pas, mais elle rime, comme on dit. La Turquie est un pays membre de l'OTAN, oui. Et il y a eu une discussion selon laquelle des forces turques de l'OTAN pourraient être stationnées à Bakou. Je trouve cela absurde. C'est une proposition ridicule, risible. Et l'idée que la Russie resterait les bras croisés sans rien faire à ce sujet, je pense que ce n'est tout simplement pas une hypothèse sérieuse. Mais plus encore, que fait l'Arménie, n'est-ce pas? Que fait l'Arménie ici? C'est ce qui me laisse perplexe. Qu'est-ce qui donne à l'Arménie la raison de penser qu'elle sera protégée en matière de sécurité, que l'Occident la protégera? Maintenant, ils disent que la Russie est en train de perdre l'Arménie, ce qui est illogique. La Russie ne perd vraiment rien. En termes relatifs, la Russie pourrait jouer un certain jeu de compromis, mais l'idée que l'Occident collectif, ou la France, trouvera une place pour l'Arménie au sein de l'Occident, on retombe simplement dans ce cercle vicieux. C'est une histoire très similaire à ce qui s'est passé en Géorgie. Ces promesses ont essentiellement conduit à l'invasion de 2008 par la Russie, en août 2008, où la Russie a reconnu. La Géorgie a bien sûr fini par perdre la guerre, lorsque la Russie a reconnu le Samachablo, l'Ossétie du Sud et l'Abkhazie. Donc, stratégiquement, la situation de la Géorgie est passée de mal en pis. Alors, qu'espère accomplir Pachinian avec cet aventurisme? Cela me dépasse. Je pense que cela n'a aucune substance stratégique, ni filet de sécurité si vous voulez, aucun espoir stratégique, où l'on dirait « D'accord, prenez un risque, mais nous serons là, nous allons nous occuper de vous, vous accepter d'une manière ou d'une autre, et vous offrir des garanties de sécurité. » Rien de tout cela n'a été promis par l'Occident. Et puis, l'idée que l'Arménie puisse trouver une relation stratégique à long terme avec la Turquie, étant donné l'habitude de la Turquie de changer de camp, de faire des équilibres et de passer d'un côté à l'autre dans la région, en poursuivant ses propres intérêts de sécurité nationale et en mettant en œuvre ses propres intérêts nationaux selon ce qu'Erdogan juge approprié, ne correspond pas à ce qu'on demande à l'Arménie de faire. Does not comport with what they're telling Armenia to do. Sort of this, this fake encouragement. Une sorte de faux encouragement. J'espère donc que Pachinian perçoit le côté sinistre de tout cela, que l'Occident n'attend pas vraiment que Erevan le sauve d'une manière ou d'une autre. Et puis, une fois que cette opération spéciale sera terminée, et elle le sera d'une façon ou d'une autre, ce sera une solution militaire.
Il ne semble pas que ce sera une solution politique. La Russie se souviendra de qui a décidé de trahir, si l'on veut, ses intérêts dans la région et de quel pays du Caucase du Sud a tenté de rejoindre le camp occidental. Je serai extrêmement prudent. Pour évoquer la Géorgie, bien sûr, je pense que la Géorgie joue intelligemment ici. Je pense qu'étant donné que la sécurité de la Géorgie est inexistante, elle ne dispose d'aucune garantie de sécurité, et heureusement, avec la position géopolitique et géoéconomique qu'elle occupe. Une position surtout géoéconomique, à mon avis, car géopolitiquement, nous savons où elle se situe. Je pense que la Géorgie restera dans cette équation, quelle que soit l'issue du corridor de Zangezur. Je pense que la position de la Géorgie dans la région est celle d'un pont entre l'Est et l'Ouest, tant sur le plan géoéconomique que culturel. Mais elle reste sous le radar stratégique, et elle comprend les enjeux en présence. Les enjeux sont très élevés. Les risques sont très élevés. Et étant donné que l'Occident n'a tout simplement pas réussi à accepter la Géorgie, Tbilissi comprend que c'est un jeu très dangereux. Je pense qu'elle doit rester dans une sorte de position d'équilibre neutre, afin de ne pas être perçue comme penchant sa politique étrangère d'un côté ou de l'autre. Mais l'Arménie est un pays dans l'impasse, n'ayant aucune garantie de protection sécuritaire autre que la Russie, historiquement parlant. Elle essaie de s'extraire de cette mosaïque d'intérêts très concurrents et doit se demander où elle espère se situer si elle quitte sa propre position, sa position traditionnelle. Et puis, vous savez, la Russie est la question principale ici. Et je vais revenir encore une fois à ma thèse et dire que sur le plan géoéconomique, la Russie sera beaucoup plus flexible. Dans les années 90, vous savez, c'est la Russie qui était en quelque sorte exclue de ces projets géoéconomiques. Et oui, ce sera un coup dur pour la Russie si elle perd toute cette partie sur le corridor du Zangezur et les relations entre l'Azerbaïdjan et la Turquie. Et ensuite, vous savez, le tandem israélien prend le contrôle du corridor du Zangezur. Mais vous savez, ce ne sera pas bon pour la Russie. La Russie reconnaît, c'est reconnu à Moscou, qu'elle doit avoir une certaine forme de contrôle sur ce corridor, vis-à-vis de son soutien à l'Iran et ensuite du soutien de l'Iran à la Russie dans la région. Ils ont besoin de ce corridor. Mais en ce qui concerne la sécurité, je pense que ces lignes rouges sont des lignes rouges très franches pour la Russie. Elles le restent. Donc toute discussion sur la possibilité d'autoriser des troupes turques à Bakou, qui fait partie de l'OTAN, est absolument inacceptable pour la Russie. Et même si elle est actuellement préoccupée par l'Ukraine, je pense qu'elle ira très loin pour empêcher que cela n'arrive. Et alors la question sera, que deviendra l'Arménie lorsqu'il deviendra très clair qu'aucune puissance occidentale ne la protégera si la situation s'aggrave à ce point? Je pense que c'est un excellent point. Encore une fois, certaines choses qui semblent absurdes à ce sujet sont, comme vous l'avez mentionné, qu'en s'exposant autant dans cette région, l'Azerbaïdjan prend des risques. Mais l'Arménie, c'est probablement ce qui me semble le plus difficile à comprendre, parce qu'elle avait deux partenaires historiques dans la région qui veillaient sur sa sécurité, principalement la Russie. Mais elle entretenait aussi de bonnes relations avec l'Iran. Et plus ou moins sous Pachinian, elle tourne le dos aux deux, ce qui, dans cette région, renforce l'Azerbaïdjan et la Turquie. Vous savez, ils viennent de mener une guerre contre l'Azerbaïdjan, et la Turquie, bien sûr, comme vous l'avez mentionné, est loin d'être une amie historique de l'Arménie. Il semblait pouvoir être, eh bien, peut-être pertinent s'il n'était pas écrasé par ce nouveau format. Et tout semble reposer sur cette idée que d'une manière ou d'une autre, l'Occident viendra en aide à l'Arménie si elle en a besoin.
sans aucune clarté quant à la raison pour laquelle ce serait le cas. Je veux dire, personne n'est venu en aide à la Géorgie quand cela a été nécessaire. C'est une région où il est très difficile de projeter de la puissance, mais il y a aussi la volonté de le faire aux portes de la Russie et de l'Iran. Il y a tellement de conséquences imprévisibles dans cette situation. Mais si l'on met de côté les autres pays occidentaux, j'imagine que ma dernière question serait: comment voyez-vous l'impact de cette situation sur la relation entre la Turquie et l'Iran, alors que nous envisageons désormais la possibilité d'un dérapage incontrôlé impliquant de nombreux acteurs différents? Les Iraniens sont également très inquiets. Non seulement la Russie s'inquiète de la possibilité que des troupes de l'OTAN soient stationnées à la frontière en Azerbaïdjan, coupant ainsi une partie de sa connectivité avec l'Iran, mais désormais, les Iraniens craignent aussi que l'Azerbaïdjan puisse être davantage utilisé comme un instrument de l'Occident dans de futures guerres contre eux. Ils ont donc, bien sûr, de nombreuses raisons d'être méfiants. Comment voyez-vous l'évolution possible de cette situation? Je suppose que non plus ne resteront pas les bras croisés. Non, absolument pas. Je pense qu'il y aura une nouvelle division entre la Turquie et l'Iran, mais l'Iran dispose d'une sorte d'arsenal géopolitique, si l'on peut dire. L'Inde ne le fera pas. Je ne pense pas que l'Inde tolérera de voir l'Iran sombrer, compte tenu des ressources naturelles, et la Chine non plus, étant donné les ressources naturelles que ces deux pays achètent à l'Iran. Et je ne pense pas que la Russie le permettra non plus. Ces déclarations ont déjà été faites officiellement par le président iranien, qui a un nom de famille à consonance arménienne. J'ai complètement oublié, je m'excuse, je n'arrive tout simplement pas à m'en souvenir. Moscou et Téhéran ont tous deux reconnu l'importance de se soutenir mutuellement. Ce n'est pas une alliance formelle, nous le savons tous, mais c'est une alliance stratégique, en quelque sorte politique. D'une manière ou d'une autre, ils se soutiendront mutuellement au niveau régional. L'Inde soutiendra également, à mon avis, l'accès de l'Iran au corridor de Zangezur et le développement du port de Chabahar comme porte d'entrée vers l'Asie centrale. Et la Russie, l'Inde n'a pas besoin, ou ne tolérera pas, à mon avis, que l'Iran s'effondre, quelles que soient les circonstances. Donc l'Iran a quelques cartes à jouer ici. Mais cela va être attisé contre toute la ligne stratégique du monde turcique, perçue comme soutenue par l'Occident collectif. L'Azerbaïdjan, la Turquie, puis Israël. Peut-être surtout pour ses propres raisons, selon ses vues traditionnelles sur l'Iran. Mais néanmoins, l'effet de retour de bâton sera. Et d'ailleurs, lorsque Israël a frappé immédiatement les installations nucléaires iraniennes, des discussions ont commencé sur le fait qu'il s'agissait d'une tentative à plus long terme d'encercler la Russie. Mon argument était qu'avant tout, c'était une décision qu'Israël devait prendre, à tort ou à raison, en fonction de ses propres intérêts, des intérêts traditionnels visant à retarder le développement des capacités nucléaires de l'Iran. Mais cela peut très bien être utilisé. Et l'idée que nous puissions exclure la possibilité que ce scénario se développe sans que l'Occident ait calculé que cela pourrait être une bonne occasion d'encercler la Russie, je pense que ce serait une erreur. Je pense que ça fait aussi partie de l'ensemble du processus. Mais en même temps, je pense que l'Iran peut jouer un rôle ici en résistant à la perte stratégique de sa présence et de son influence sur le corridor de Zangezur, ce qui l'isolerait en fait. L'Azerbaïdjan pourrait alors aller directement vers la Turquie, puis vers la Méditerranée et l'Europe, excluant ainsi l'Iran. Mais il existe d'autres alternatives que l'Azerbaïdjan a proposées, pour ainsi dire, afin de peut-être apaiser les tensions. Par exemple, construire un autre pipeline sur la rivière Aras.
Mais je pense que le corridor de Zangezur est l'atout géoéconomique stratégique le plus important, ou du moins le plus prometteur, dont disposent l'Azerbaïdjan et la Turquie. Donc, si l'on relit les déclarations de l'élite de la politique étrangère iranienne sur l'importance du corridor de Zangezur, on peut voir le conflit qui se profile ici, avec la Turquie, soutenue par la Russie. Et étant donné que la Russie a, entre guillemets, perdu la Syrie, je pense qu'elle s'accrochera à l'Iran bien plus fermement qu'elle n'a pu le faire avec la Syrie. Donc, à mon avis, la partie est loin d'être terminée. So I think this game is far from being over, and I think everybody's sort of getting ahead of themselves. Et je pense que tout le monde s'emballe un peu trop vite. C'est ça qui me dérange. L'excitation commence à monter, et cela rappelle un peu la période d'avant 2008, quand la Géorgie devenait hystérique à l'idée que l'OTAN allait venir la sortir du Caucase du Sud et en faire un membre. Puis il y a eu le discours de Poutine à Bucarest, et la suite appartient à l'histoire. Mais pour conclure, je voudrais aussi dire que je pense que la Chine joue un rôle énorme dans tout cela. Ce que fait la Russie en Ukraine signifie aussi qu'il y a une présence chinoise dans l'esprit de Poutine. La manière dont la Russie mettra fin à la guerre en Ukraine aura une grande importance pour la Chine et pour la relation entre Pékin et Moscou. Donc oui, Poutine essaie ici d'équilibrer une sorte de politique régionale à plusieurs vecteurs. Mais, ne nous y trompons pas, ce n'est pas parce que la Russie est, si l'on veut, surmenée et qu'elle a des obligations stratégiques envers un pays comme la Chine, par exemple, qu'elle va pour autant perdre son emprise sur l'Arménie, ou que Moscou acceptera la présence de troupes de l'OTAN en Azerbaïdjan, comme certains propos insensés le suggèrent. Je pense que c'est une pente très glissante et une politique très imprudente à croire, et encore plus à poursuivre. Oui, c'est ce qui m'inquiète beaucoup. Beaucoup de gens voient cela presque comme une occasion de planter un nouveau poignard dans le flanc de la Russie. Je ne pense pas qu'ils aient vraiment réfléchi aux conséquences, à quel point cela pourrait devenir chaotique. Et il ne s'agit pas seulement de la vulnérabilité des acteurs clés comme l'Azerbaïdjan et l'Arménie, mais aussi bien sûr de l'implication potentielle d'autres géants du continent eurasiatique. Donc oui, en tout cas, merci beaucoup d'avoir apporté un éclairage sur ce sujet et d'avoir partagé vos analyses. J'ai le sentiment que ce ne sera pas la dernière fois que nous parlerons de cette question. Alors merci encore. Je l'espère. Eh bien, j'espère que ce sera la dernière fois, car toute cette région exerce une sorte d'attraction magnétique, si l'on peut dire. S'il y a un conflit en Ukraine, ou si les néoconservateurs préparent quelque chose d'une manière ou d'une autre, tout finit par retomber, en quelque sorte, sur cette région. C'est une région cruciale, d'un point de vue géopolitique, et elle mérite toujours d'être analysée et discutée. Merci beaucoup, Glenn. C'était un plaisir de t'avoir. Thank you so much, Glenn. It was great seeing you again.